Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Ciudad Juárez a longtemps été considérée comme la ville la plus dangereuse au monde. Guerre entre cartels, trafic de drogue, violence et féminicide. Ces dernières décennies, des milliers de femmes ont été assassinées. Des crimes jusqu'à présent non élucidés. L'économie russe plombée par l'effondrement des cours du baril et les sanctions occidentales. Si le Kremlin affirme que le pays est sorti de la récession, les Russes ressentent pleinement les difficultés dans leur quotidien. En Irak, de plus en plus d'artistes se mobilisent pour utiliser l'art contre la violence. Nous irons à la rencontre de Hussein Adil. À tout juste 20 ans, ce jeune Irakien a inventé une combinaison anti-bombe. Un an après la signature des accords de Minsk entre la Russie et l'Ukraine et un apaisement relatif des combats, le processus politique de réconciliation est toujours bloqué de part et d'autre. Les perspectives de voir les territoires séparatistes réintégrés dans une Ukraine unie sont encore très incertaines. Un défilé de mode un peu particulier, celui du Fashion for All. Objectif, lancer la visibilité et l'intégration des girls and boys en situation de handicap. Oui, les hommes et les femmes invalides peuvent être fashion et sexy. Nous nous rendons aujourd'hui dans une ville qui fut pendant longtemps la plus dangereuse du monde. Ciudad Juárez. Cette ville mexicaine située juste en face d'El Paso au Texas, ensanglantée par la guerre des cartels, mais pas seulement. Au milieu des années 90, la ville devient tristement célèbre pour des meurtres de femmes. Le mystère des disparus de Juárez commence à faire parler de lui bien au-delà des frontières mexicaines. C'est seulement en 2015, avec l'arrestation et la condamnation de 5 hommes pour le meurtre de 11 femmes, que le nombre de disparitions diminue, sans pour autant s'arrêter complètement. Les autorités sont accusées au mieux d'incompétence, au pire de corruption, voire de complicité. Les familles des disparus, elles, n'ont jamais renoncé dans leur lutte pour obtenir justice. Billet retour à Ciudad Juárez, un reportage signé Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Dans le centre de Ciudad Juárez, elles placardent sans relâche des visages qu'elles espèrent revoir un jour, ceux de leurs filles. Ma fille était partie à un rendez-vous ici dans le centre et elle n'y est jamais revenue. Mais on est pourtant en plein centre-ville, il y a beaucoup de surveillance policière ici, non? Non, on dirait, mais non. Ici, c'est un endroit dangereux pour les jeunes filles. Elles ont pour la plupart disparu tout près d'ici, en plein jour. Et pourtant... Vous savez ce qu'on est en train de faire? Vous cherchez vos filles? Monsieur, vous êtes au courant de ce problème? Non, je ne sais rien. Ils font semblant de ne pas savoir. Le jeune homme vient de nous dire qu'il ne sait rien, alors qu'il y a des avis de recherche partout. Dans les journaux, ces visages apparaissent constamment. C'est de l'indifférence? C'est plutôt de la peur. De la peur. La peur d'un réseau criminel encore actif et qui a des oreilles partout. Est-ce que vous avez pu retrouver des jeunes filles grâce à ces avis de recherche? Malheureusement non, pas jusqu'à maintenant. Susana fait partie des quelques 1500 mères qui ne cherchent plus. Sa fille Lupita a été retrouvée morte en 2012. L'enquête a prouvé que la jeune fille de 17 ans avait passé les mois suivant son enlèvement dans ce lieu sordide, l'Hôtel Verde. Ici, un réseau criminel a exploité des mineurs pendant des années. Nous sommes à tout juste 4 rues de la mairie. Les gens ont signalé à la justice celle-là, celle-là et celle-là. On les a vues ici pendant la nuit. Mais elles n'avaient pas l'air d'aller bien. Elles étaient comme droguées, à moitié endormies. Des hommes les maltraitaient, les insultaient. C'est ce qu'ils ont dit. Plusieurs parents avaient entendu des rumeurs qui circulaient sur cet endroit et alerté les autorités. Moi, je suis venue chercher ma fille ici avec des policiers. Mais ils ont simplement montré l'avis de recherche à la réceptionniste en lui demandant
Vous n'auriez pas vu cette jeune fille? La réceptionniste n'a même pas regardé la photo. Elle a juste dit qu'elle ne savait rien. Ciudad Juárez, une ville parfaite pour les réseaux de prostitution. Posée sur la frontière, elle attire les Américains qui cherchent des services sexuels moins contrôlés. C'est ici aussi qu'ont fleuri dans les années 90 des centaines de maquiladoras, là où de petites mains sous-payées fabriquent toutes sortes d'articles pour le marché américain. Beaucoup de disparus travaillaient dans ces usines. Un homme tous les 5 mètres, s'il vous plaît. Depuis 4 ans, les enquêteurs passent au peigne fin un carré de 6 km de côté. Arroyo del Navarro. C'est ici qu'ont été retrouvés plusieurs ossements. Ils ont été reliés à des assassinats de femmes. 26 jeunes femmes, dont Lupita, la fille de Susana. C'est là-bas, regardez. À chaque battue, les policiers craignent de trouver un nouveau cadavre. C'est un os. Je ne sais pas si c'est un animal ou un humain, mais dans le doute, je vais l'envoyer au laboratoire. Des membres du réseau de l'Hôtel Verde étaient venus jusqu'ici, à plus d'1 heure de route de la ville, pour abandonner les corps de leurs victimes. On sait désormais qui se cache derrière ces meurtres. Los Aztecas, un groupe criminel d'au moins 5000 membres, mouillés dans le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. En juillet dernier, 5 hommes sont condamnés pour avoir prostitué les jeunes filles retrouvées dans le désert. Après 20 ans de meurtres par centaines, il s'agit seulement des toutes premières condamnations pour féminicides organisés. Les autorités l'ont nommé le procès du siècle. Mais ceux qui connaissent bien le dossier savent que ces hommes n'étaient que les petits couteaux d'un réseau d'une violence terrible, dont les leaders sont encore libres. Ils n'arrêtent pas de retarder le procès, par tous les moyens. Une audience devait avoir lieu aujourd'hui. Elle vient d'être reportée de plusieurs mois. On n'a jamais vu de la part de la police des actions spontanées du genre faire des perquisitions dans tel ou tel endroit. Jamais. Au contraire, quand on leur indiquait un endroit suspect, ils nous disaient « Bon, ok, on peut aller voir là et là, mais pas là-bas, non. » On leur répondait « Mais pourquoi ?» Non, madame, ordre du chef. On peut aller perquisitionner dans cet endroit et celui-ci, mais pas celui-là. On sait maintenant que des membres des forces de l'ordre, policiers municipaux, fédéraux et militaires, ont profité de ces services sexuels et ont protégé ces endroits. Passé au pilori pour son manque d'efficacité, le service d'enquête spécialisé dans les féminicides défend ses acquis. Dans ce type de délinquance, le trafic d'êtres humains, il n'y a pas de petits couteaux. Chacun a sa part de responsabilité et chaque part est grave. De mon point de vue, il n'y a pas eu de négligence. Il y a désormais des détenus et donc de vrais résultats. 20 ans de crimes irrésolus. Et la lutte des familles compte aussi ses martyrs. En 2008, Ruby Marisol Escobedo, 16 ans, est assassinée. L'enquête n'avance pas. Alors sa mère, Marisela, prend la main. Elle retrouvera elle-même le petit ami de sa fille, dont elle est persuadée qu'il est l'assassin. La police l'arrête, il confesse le meurtre et indique où se trouve le corps. Néanmoins, quelques mois plus tard, il sera libéré faute de preuves. Marisela fait appel, le jeune homme est déclaré coupable, mais il est alors en fuite et ne sera pas retrouvé. Marisela entame alors fin 2010 une grève de la faim devant le palais du gouverneur. Quelques jours plus tard, elle est assassinée par un inconnu armé sous une caméra de surveillance. Ce sont les cas les plus récents. Où est Lupita ? La psychologue Gabriela Reyes accompagne les familles en deuil. Ces thérapies l'amènent souvent ici, au mémorial du Campo Algodonero. Regarde, il y en a beaucoup de 2013. 2013, 2013... 1996, 2010. Cet endroit était un champ de coton. En 2001, 8 corps sans vie de jeunes femmes y ont été retrouvés. Reconnu coupable par une cour internationale de ne pas avoir su protéger ces jeunes filles et assurer la justice aux familles, l'État mexicain a dû construire ce monument en geste de réparation.
C'est très peu à l'échelle de ce que le gouvernement devrait faire. Évidemment, ça ne répare pas les dégâts. Radicalizadas a las que acompañamos son casos ejemplares y no las olvidamos, ellas ponen el dedo en la llaga, destapan la cloaca y brota la cagada, las pesquisas aumentan, las cruces pintadas. Lluvia et Maclovio sont graffeurs et chanteurs. Ils brandissent fièrement la bannière des disparus. Le Chihuahua est l'un des États les plus machistes et les plus conservateurs du pays. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait plus de meurtres de femmes. On n'aurait pas permis que ça arrive. La population aurait réagi fermement. Alors qu'au lieu de ça, les gens répètent le discours officiel, celui qu'on entend depuis les années 90. Elles l'ont cherché, c'était des prostituées, ou bien encore elles se baladaient en mini-jupe dans les ruelles obscures, où elles avaient de mauvaises fréquentations, elles menaient une double vie. Alors au lieu d'exiger qu'on arrête les coupables et qu'on rende justice, on fait en sorte que les coupables soient présentés comme des victimes et on justifie la tragédie. Culpamos a las víctimas y justificamos la tragedia, ¿no? La muerte parte cada día. La hija de Juárez trabaja en Maquila. El sol aún no sale, la ruta ya espera. Está sola la calle, el miedo se apodera. Hija que transgrede, mujer de frontera. Cuerpo desechable y madre soltera. Sin rastro ni eco, caminos cruzados de historias con rostros. C'est la fresque de Maria Sagrario. Chaque élément est un symbole. Ici, vous voyez les pins des montagnes de l'État de Durango. C'est de là que nous venons. Nous avons déménagé ici en 1995. Comme des milliers de familles, celle de Paola avait été attirée par les emplois prometteurs des maquiladoras. En 1998, Sagrario, 17 ans, est enlevé à la sortie de l'usine. Son corps sera retrouvé 2 semaines plus tard. C'est sa famille qui a eu l'idée de planter des croix roses aux endroits où les corps étaient retrouvés. Elles sont devenues un symbole mondialement connu. Nous nous sommes vite rendus compte qu'il y avait eu de nombreux cas d'assassinat de jeunes filles en 1993 et 1995. Mais en général, les familles avaient fui la ville et ne voulaient plus entendre parler de tout cela. Et pour nous, ce fut le contraire. Quand Sagrario est morte, on s'est dit ça ne va pas se terminer comme ça, avec ces restes dont on nous dit que ce sont ceux de ma fille. Les féminicides sont tombés dans l'oubli au milieu des années 2000, quand 2 cartels de la drogue ont mis la ville à feu et à sang. 10 000 meurtres en 3 ans. Ciudad Juárez noie la violence dans la violence. Ils cherchent encore à enlever les jeunes filles. Ça a failli toucher ma famille encore une fois. Ils viennent d'essayer d'enlever ma nièce. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Elle sortait de l'école récemment, des hommes l'ont attrapée et ont voulu la faire monter de force dans une camionnette. Dieu merci, elle a pu se défendre. Par tous les moyens, elle s'est débattue jusqu'à ce qu'il lâche prise. Et elle a couru. Nous avons le cœur et l'âme meurtris. C'est pour ça qu'on implore, qu'on exige des autorités qu'elles nous offrent plus de sécurité. Le dossier de l'affaire est arrivé. 17 ans après la mort de sa fille, Paola n'a jamais arrêté de se battre pour obtenir justice. Ça m'a paru aberrant que l'adjointe du procureur ne vous ait jamais contacté et qu'elle ne connaisse absolument rien de votre cas. On a dû tout lui expliquer depuis le début. Pourtant, le cas de Sagrario fut l'un des plus médiatisés des années 90. Mais lorsque nous en avions parlé au porte-parole du procureur, Je ne connais pas du tout ce cas. Je ne peux pas vous répondre car je n'ai aucune information. Ça date de quelle année? Paola a mené sa propre enquête qui a conduit à l'arrestation d'un complice. Il a dénoncé 2 assassins, mais la police n'a pas donné suite. Depuis 7 ans, les autorités affirment même qu'elles ne savent pas dans quelle prison se trouve ce témoin clé.
Grâce à ces mères, la situation s'est quand même améliorée, parce qu'elles ont lutté pour leurs droits, pour les droits de leurs filles, et à travers elles, pour les droits des femmes de cette ville et même du Mexique. Parce que maintenant, on parle beaucoup des féminicides, alors qu'en 1993 ou 1995, personne ne parlait de féminicide, ni ici, ni dans le pays. À la mort de sa fille, Paola était loin de s'imaginer le chemin de croix qui l'attendait. Quand ils ont fait le premier test ADN sur les restes de ma fille, en septembre 1998, le résultat était négatif. Alors bien sûr, j'ai cru que ma fille pouvait être encore en vie. Résultat de test ADN négatif, puis positif. Et pour comble, lors d'une exhumation du corps pour pratiquer un troisième test, les enquêteurs omettent de prévenir la famille et se trompent de tombe. Avec autant d'irrégularités de la part des autorités, moi j'ai gardé et je garde encore l'espoir que ma Sagrario soit en vie. À cause de toutes leurs erreurs, de toutes leurs dissimulations. Et je sais que je dois vous paraître folle, mais je cherche encore ma fille sur le visage des femmes. Et le gouvernement pourra m'offrir ce qu'il veut. Je ne renoncerai pas, je veux les assassins de ma fille. Rien ne répare une douleur aussi grande. Et ils ne m'ont pas seulement fait du mal à moi, ils ont fait du mal à mon mari qui est mort. Il s'est suicidé. Ils ont fait du mal à tous mes enfants et aussi à mes petits-enfants parce qu'ils ne connaissent Sagrario qu'à travers nous. C'est le visage de Sagrario qui accueille chaque jour ceux qui passent la frontière des États-Unis vers le Mexique. Un tragique signe de bienvenue. De nombreuses mères comme Paola et Susana sont décidées à ne pas laisser les centaines de disparus tomber dans l'oubli. Ciudad Juárez, porte d'entrée du Mexique, se rêvait à la proue de son développement économique. Elle n'a hérité que d'un cauchemar, désormais gravé dans les esprits et sur chaque mur de la ville. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En Russie, l'une des priorités du gouvernement est de surmonter la crise économique. L'économie russe, dépendante des exportations de pétrole, est plombée par l'effondrement des cours du baril et par les sanctions occidentales. Si le gouvernement affirme que le pays est sorti de la récession, les Russes, eux, ressentent pleinement les difficultés dans leur quotidien. À Moscou et en région, le reportage d'Elena Voloshin. La Chambre civile russe, une institution chargée de la médiation entre les citoyens et leur gouvernement. Depuis l'ouverture à l'été 2015 d'une ligne téléphonique dédiée aux impayés de salaire, les standardistes reçoivent des dizaines d'appels par jour. La Chambre civile, j'écoute. Depuis combien de mois on ne vous paie pas votre salaire? Depuis combien de temps ne vous a-t-on pas payé? C'est le montant total de ce qu'on vous doit? En moyenne, nous recevons 1000 appels par mois de toutes les régions de Russie. Les plaignants travaillent dans le secteur du business, dans le social. Il y a des ouvriers en bâtiment, il y a même des fonctionnaires de l'État. Officiellement en Russie, 75 000 employés attendent en vain leur salaire. Fleuron industriel à l'époque soviétique, la gigantesque usine de wagons ferroviaires de Torjok est à l'arrêt depuis 6 mois. Pour ces ouvriers, c'est en 2014 que les ennuis ont commencé. On nous nourrissait de promesses. Vous aurez bientôt votre salaire. Il faut construire des wagons d'abord. Alors on construisait. Mais on ne recevait rien. 1 mois ou 2 s'écoulaient, une nouvelle commande arrivait, alors on se remettait au travail. Tout le monde y croyait. On y a cru pendant 2 ans, mais au final, on s'est retrouvé sur le carreau. Avant la crise, les usines ferroviaires souffraient déjà d'une faiblesse des commandes de la part de RGD, le monopole public du transport ferroviaire russe, peu enclin à moderniser son parc. Mais depuis que ces caisses sont vides, l'État n'achète plus de trains.
et les usines sont en faillite. Pour Sergueï et les autres, difficile de retrouver un travail qui permette de survivre. Les usines ferment. Il y a du travail, mais les salaires sont dérisoires. On ne veut pas travailler pour des kopecks. Il y a 5 ans, on gagnait bien notre vie. Aujourd'hui, les salaires sont entre 10 et 20 000 roubles par mois. Pour tenter de gagner un peu plus que l'équivalent de 150 € par mois, Sergueï travaille au noir dans un garage. Son nouveau patron, Alexei, est lui aussi un ancien de l'usine de wagons. Salut les gars! Si Alexei ne déclare pas son activité de garagiste, c'est parce qu'il ne veut compter que sur lui-même. Je pourrais monter une entreprise déclarée, mais pour ça, il faut un capital de départ. Et si tu prends un crédit à la banque, c'est fini, tu ne feras jamais de profit. Tout le monde se débrouille comme il peut, soit tu fais taxi, soit tu montes une petite affaire. Sur le millier d'ouvriers de l'usine de wagons de Torjok, 89 seulement se sont inscrits au centre de recherche d'emploi de la ville. Ici, on leur offre l'équivalent de 10 à 60 € de chômage par mois. Parce que la plupart se débrouillent par l'économie souterraine sans passer par les institutions de l'État, même en temps de crise, les chiffres du chômage restent étonnamment bas. Au 1er février 2016, le chômage était à 1,1%. Par rapport à il y a un an, il a augmenté de 0,2%. Ce n'est pas beaucoup. Bien sûr, je comprends que lorsque les citoyens touchaient un salaire décent, ils ont du mal à accepter de gagner moins avec le travail qu'on leur propose, mais bon. Alors que la crise achève le lent naufrage de certaines industries traditionnelles, elle tue aussi dans l'œuf des initiatives innovantes. Pendant 10 ans, Vitali fut le pionnier de la réalité virtuelle en Russie. Avant la crise, son chiffre d'affaires atteignait 10 à 15 millions de dollars par an. Puis brusquement, tout s'est arrêté. Lorsqu'en août 2014, les sanctions contre la Russie ont été décrétées, notre entreprise a souffert d'une diminution subite de la demande à l'étranger. L'effondrement du rouble, lui, nous a ôté toute possibilité de vendre en Russie. Parce que les technologies utilisées par ces machines étaient produites à l'étranger et donc achetées en dollars, les coûts de production de Vitali ont explosé. Si avant notre système coûtait 1 million de roubles, maintenant il en coûte 2 millions. C'est impossible de monter un business de production en Russie et de lancer des technologies innovantes. Il ne reste plus qu'à vendre des marchandises. Il y a 3 ans, un dollar valait 30 roubles. Aujourd'hui, il en vaut 75. Ceux qui souffrent le plus de cette hécatombe monétaire, ce sont eux. Les Russes qui ont contracté il y a quelques années des crédits hypothécaires en dollars manifestent désormais presque chaque jour à Moscou. Aujourd'hui, ils barrent la rue devant la banque centrale. Les banques leur ont vendu des crédits en dollars à des taux alléchants. Les montants qu'ils doivent désormais rembourser ont triplé et les banques menacent de saisir leur logement. On ne s'y attendait pas parce que toutes les chaînes de télévision nous disaient que la situation est stable dans le pays. Si on m'avait dit la vérité à ce moment-là, je n'aurais pas pris ce crédit. Mais on nous disait que tout irait bien, que la situation était stable. Très vite, la police procède à des arrestations. En Russie, aucune loi ne protège ses emprunteurs face à la volatilité du rouble. La crise, certains l'avaient vu venir, tandis que d'autres ont été pris de court. Malgré les discours toujours rassurants du gouvernement, les Russes ne croient plus vraiment au lendemain qui chante. Contrairement à ses voisins dans la région, et notamment à la Tunisie, le Maroc a été épargné par le terrorisme ces dernières années. Aucun attentat n'a eu lieu dans le pays depuis 5 ans. Pourtant, la fréquentation touristique continue de chuter. En France, même si le Quai d'Orsay a classé le Maroc parmi les pays les plus sûrs du monde, les touristes français hésitent à se rendre dans le royaume chérifien. C'est un reportage dans la célèbre station balnéaire d'Agadir, signé Sarah Doublier, Jean-Marie Lemaire. Agadir et son soleil de plomb en plein hiver. Malgré ses 300 jours d'ensoleillement annuel, c'est toute la station balnéaire qui tourne au ralenti. La plage principale
est désertée par les touristes. Sur la corniche, les clients se font rares. On a baissé de 30% les tarifs de jet ski. Mais ce n'est pas juste pour la concurrence, c'est à cause il n'y a pas assez de clients. En 2015, les agences de voyage annonçaient une baisse de 45% de la fréquentation touristique au Maroc. Une chute palpable depuis près de 3 ans. C'est pas comme les années passées. Maintenant, c'est la crise partout. Craignant pour leur sécurité, les vacanciers français qui formaient alors le quart des touristes annuels ont massivement boudé le royaume chérifien. Pas de quoi inquiéter ces irréductibles. Les gens nous disent de France, quand on s'en va au Maroc, mais vous êtes fous, vous n'avez pas peur de tout ce qui se passe? Mais je dis non, on ne vit plus à ce moment-là. Des terrasses désespérément vides. La multiplication des attaques meurtrières de Daesh dans la région a impacté directement l'emploi local. Ici, le chômage touche tous les corps de métier. Ce qui s'est passé en Tunisie et à Paris a fait que le tourisme n'est plus comme avant. Maintenant, les touristes ont peur du terrorisme. Ici, beaucoup de gens vivent du tourisme, mais le secteur connaît une baisse. Vraiment, ce n'est plus comme avant. Pourtant, le tourisme au Maroc est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois. Ce jour-là, un seul client est en terrasse chez Alain et Myriam. En plus de 30 ans, ce couple de restaurateurs a traversé de nombreuses baisses d'activité. Mais cette année, la situation est inédite. Il y a eu des baisses chaque fois qu'il y a eu un problème à l'international, la guerre en Irak, des trucs comme ça, ou le 11 septembre. Puis c'est reparti, mais là ça traîne un petit peu trop, et puis bon, on diminue les achats, et puis on met le personnel en congé autant que possible, et puis on essaye de tenir le coup en attendant que ça redémarre. Nous sommes tous dans la même galère maintenant. Beaucoup de commerces sont à vendre, les bazars ont fermé, 200 bazars ont fermé, et tout le monde souffre. Tout le monde. Une réalité du terrain morose qui semble échapper aux officiels. Le ministère du Tourisme avance même un chiffre étonnant. Les arrivées touristiques n'auraient chuté que de 1% l'année dernière. Je ne sais pas si c'est une chute, mais c'est une régression de moins 1%. Étant donné les événements qui se sont produits dans la région, pour nous, c'est une réalisation. De leur côté, les opérateurs touristiques ont conscience du problème, loin du discours officiel. Malheureusement, quand l'image est tronquée, quand l'amalgame est installé et qu'il n'y a pas une communication agressive, de montrer le Maroc comme il est, en marche, souriant, avec ses valeurs, son authenticité, sa sécurité, il y a une baisse de 20 à 30% que nous vivons aujourd'hui. Multiplication des patrouilles, contrôle aux abords des restaurants, la sécurité a été renforcée pour rassurer les touristes. Parmi les premiers à reprendre le chemin du Maroc, les amateurs de camping-cars. Pour la plupart, fins connaisseurs du pays. Après une sérieuse baisse des fréquentations ces 2 dernières années, à Tarazout, dans le sud du Maroc, le camping Terre d'Océan reprend peu à peu des couleurs. Voilà une petite signature. Emmanuelle est gérante de l'établissement depuis 7 ans. Et à son grand bonheur, les arrivées se succèdent depuis quelques jours. Car après l'assassinat en Algérie du guide de haute montagne Hervé Gourdel, elle a bien constaté l'hésitation des voyageurs à se rendre au Maroc. Cette année, c'est un petit peu pareil. Ils attendent de voir comment ça se passe, si tout est calme, s'il n'y a rien d'alarmant. Et puis après, ils arrivent. Et là, ils arrivent tout de suite. Là, ils arrivent. Cela fait 8 ans que cet Aveyronnais passe ses hivers au Maroc. Pourtant, cette année, Alain a eu plus de réticence à prendre la route. Avec tous les événements qui se passent en France, qui se sont passés, les médias qui en rajoutent certainement un peu aussi. Donc il y a une psychose. Dès qu'il y a quelque chose en France, ça y est, c'est un terroriste. On n'entend que ça. Alors qu'au Maroc, c'est calme depuis qu'on est là. Le Maroc, dernière destination touristique du Maghreb accessible pour ses voyageurs, arrivés de toute l'Europe pour profiter de l'hiver, loin de l'angoisse sécuritaire. En Irak, de plus en plus d'artistes se mobilisent pour utiliser l'art contre la violence. Hussein Adil est l'un d'entre eux. À tout juste 20 ans, ce jeune Irakien a inventé une combinaison anti-bombe pour se protéger de la violence dans laquelle il a grandi. Le récit de Sophie Guignon. Casque, visière, protection,
et bouclier. Voici une combinaison anti-bombe. Une tenue digne d'un film de science-fiction, imaginée par ce jeune artiste irakien. Nous devrions tous avoir ce genre de combinaison ou quelque chose pour nous protéger. Dans la plupart des cas, c'est nous qui sommes en péril. J'ai commencé à penser à des solutions individuelles et des façons de me protéger. Et c'est comme ça que l'idée de cette œuvre m'est venue à l'esprit. À tout juste 20 ans, Hussein Adel a dû s'habituer à la violence. Après avoir perdu des proches dans un attentat à la voiture piégée l'an dernier, le jeune artiste a fabriqué cette combinaison. La combinaison anti-bombe est une œuvre performative qui consiste à marcher dans Bagdad et faire les choses de la vie de tous les jours. Pour attirer l'attention des passants, son ami Muslim joue le jeu. Lentement, il avance sous les arcades de la rue Rachid. Interloqué, amusé, la performance surprend les Bagdadis. Le but et l'intérêt de ce projet, dont les photos seront bientôt présentées lors d'une exposition, c'est de montrer aux gens la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Je voulais que les gens prennent conscience que nous risquons tous de ressembler à ça un jour, à cause de la situation actuelle. Depuis l'invasion américaine en 2003, la capitale irakienne a été la cible de centaines d'attentats à la voiture piégée. Des dizaines de milliers de civils ont été tués. Hussein Adel espère que ces performances mobiliseront les consciences. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons à l'orée de la Bourgogne, dans le Morvan, où les forêts s'étirent à perte de vue et où les hommes ont tissé un lien unique avec les arbres. Car ici, le bois est roi et depuis des siècles, il est la principale ressource économique de cette région. Mais le Morvan est aussi le paradis de l'apiculture, comme en témoigne Jean-Jacques Copin qui nous explique la spécificité et la grande diversité des miels morvandeaux, là, grâce à sa richesse sylvestre. Ici, dans le Morvan, tout le monde portait des sabots. Mon grand-père travaillait en sabots, les gamins allaient à l'école en sabots. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens aujourd'hui viennent en acheter une paire, parce que ça évoque beaucoup de choses. On va cuisiner de la forêt à l'assiette. Voilà, donc un temps de cuisson très court qui permet de garder toute la saveur du champignon. Du bois, de la friche, du bocage, donc des miels authentiques. À l'orée de la Bourgogne, les forêts s'étirent à perte de vue. Sur ce territoire rustique, partout le bois est roi. Comme dans la dernière saboterie de la région, où l'histoire débute avec un morceau de bouleau. Le Morvan, c'est un territoire assez pauvre quand même, historiquement. Donc le bouleau, c'est un bois qui n'est pas noble, qui pousse un petit peu comme du chien-dent en quelque sorte. Donc c'est pas cher. C'est une ressource qu'on peut trouver partout et à bas coût. Le sabot prolonge ainsi la longue histoire morvandelle de la boisellerie et de la connaissance des arbres. On travaille toujours le bois quand il est vert, c'est extrêmement important, parce qu'il est très tendre le bouleau quand il est vert. Donc c'est facile pour les machines, c'est facile pour le sabotier derrière aussi. Et une fois qu'il va être sec, il va être très léger et très résistant, donc c'est le candidat idéal. Confectionné à l'origine pour le travail des champs, le sabot offre 1000 vertus et presque autant d'usages. On n'a pas froid aux pieds quand on porte une paire de sabots. Le bois étant une matière isolante, voilà, on mettait ces sabots-là avec de la paille de seigle tressée, assez douce à l'intérieur. Pierre rejoue à l'identique un patrimoine familial qui remonte au début du siècle dernier. On répète les gestes du grand-père.
Et c'était réellement une méthode de travail et on faisait réellement les sabots comme ça. Vous ouvrez un manuel d'histoire, vous voyez des sabots représentés. À partir du XIIe siècle, on porte des sabots en France. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose de peut-être un peu rassurant. Quand vous avez les sabots, vous êtes vraiment en lien direct avec la terre. Dans le parc naturel du Morvan, la forêt est nourricière. Au pied des arbres, le chef Salah Mollard cueille les champignons de son menu étoilé. C'est une mamie qui m'a initié pour la passion des champignons il y a plus de 40 ans en arrière. Je connais une cinquantaine de variétés de champignons. Et quand on dit du producteur au restaurateur, là c'est de la forêt à l'assiette et il y a une telle diversité, entre 80 et 120 espèces, voire plus, ici dans cette forêt. Armillaire couleur de miel, champignons du bouleau, autant de variétés que Francis intègre à ses menus. La recette, c'est simple. Là, ce sera un petit cocktail de champignons servi en entrée ou en accompagnement avec des escargots ou sur une truite de région préparée avec une garniture champignons ou alors on pourra très bien faire un petit canard au ratafia de Bourgogne et champignons. Voilà, pour faire un menu tout champignons. Dans son auberge de Carré-les-Tombes, recette minute autour du champignon. On va laisser rendre l'eau quelques instants. Ensuite, on va y ajouter la petite tombée de sel poivre. Un tout petit peu de beurre, échaloté et persillé. Un petit duo donc de pieds de mouton et de cèpe poêlé. Il y a une telle diversité d'arbres dans le Morvan, avec une diversité d'essences qui nous permet justement de découvrir et de récolter des dizaines et des dizaines de variétés de champignons. Nos plats sont tous préparés, je dirais, avec des produits de la terre. L'autre richesse du Morvan, c'est son miel, issu de la biodiversité de forêts naturelles. On récolte ici un miel de ronces d'exception. Le Morvan, c'est génial, c'est des petites montagnes très serrées, avec une forêt dense, avec des friches, avec des haies, avec un bocage très serré, donc le paradis pour faire de l'apiculture. La forêt favorise aussi l'éclosion de fleurs sauvages, dont les essences enrichissent les miels. L'abeille, c'est le transporteur, hein. C'est la fleur qui est amenée à la ruche. Chaque fleur a des couleurs différentes, des sucs différents. Donc dans le Morvan, ce qu'on peut faire, c'est des miels principalement de ronces ou de fleurs sauvages, c'est-à-dire sur de la flore spontanée, ou alors des mielas, tout ce qui est issu de l'arbre, les chênes, le sapin bien sûr. La longue histoire d'un lien unique entre les hommes et leurs arbres. C'est le plus beau pays du monde, c'est à dimension humaine, les vallées sont très serrées, il y a des cours d'eau partout. Vous respirez. Nous sommes tous complémentaires entre la forêt, la gastronomie et les plats que nous travaillons, puisque moi c'est la nature qui parle dans mes assiettes. C'est-à-dire c'est l'amour des hommes pour leur territoire, pour la forêt, et derrière arriver de ses mains à créer quelque chose, une chose utile, et qui reste toujours dans notre quotidien. Il y a un an, Angela Merkel et François Hollande annonçaient fièrement qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu en Ukraine. Les accords de Minsk prévoyaient l'arrêt des combats et un nouveau statut pour les régions de l'Est du pays. Les rebelles, eux, s'étaient engagés à organiser des élections, mais aussi à rendre le contrôle de la frontière avec la Russie aux autorités ukrainiennes. Gulliver Krag et Elena Voloshin se sont rendus sur place afin de tenter de tirer un premier bilan. Début février, les députés ukrainiens ont reporté le vote de la réforme constitutionnelle prévue il y a un an par les accords de Minsk, mais pour certains, cela ne suffit pas. Le seul fait d'évoquer un statut spécial pour le Donbass, c'est déjà une honte. C'est jouer le jeu de Poutine. Et il n'y a pas que les radicaux pour s'opposer à ce vote, un vote qui offrirait l'autonomie aux régions de l'Est contrôlées par les séparatistes, tout en rétablissant sur le papier la souveraineté ukrainienne. La réintégration de la partie temporairement occupée de l'Ukraine
ne peut avoir lieu qu'après sa libération. Autrement dit, pas tant que ces gars-là sont encore dans les parages, des combattants de la République populaire de Lougansk, pour beaucoup, des bénévoles et des mercenaires russes. C'est cette rivière qui sépare leur territoire du reste de l'Ukraine. C'est quoi ces drapeaux? Je n'arrive pas à saisir d'où ils sont d'après leur accent. Il y a un russe et les autres, je ne sais pas. Avant, ici, il y avait un ferry. Dans ce secteur, les combats ont cessé, mais les Ukrainiens disent que la nuit, les séparatistes traversent la rivière pour poser des mines. Les villages de la zone militarisée sont coupés de la capitale régionale et suspendus à l'aide humanitaire. C'est un kit pour enfants de l'ONG SOS East. J'essaye toujours d'en ramener un quand je vais là où il y a des enfants. Ici, les officiers ukrainiens s'entendent bien avec les locaux. Mais même de ce côté-ci de la ligne de front, l'amertume envers le gouvernement de Kiev est grande. J'ai travaillé 30 ans à la mine. Je n'ai même pas droit à des médicaments gratuits. Va savoir ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Le peuple souffre. Et eux, ils ne font que voler. Yanukovych était un voleur, mais ceux-là sont encore pires. Pas vraiment de cessez-le-feu à Peski, le village ukrainien le plus proche de Donetsk. Ici, il reste à peine une douzaine d'habitants. Les séparatistes ne respectent pas du tout le cessez-le-feu. Là, ils nous testent pour qu'on tire en retour, pour localiser nos positions. À Donetsk, les dirigeants autoproclamés accusent à leur tour Kiev de violer le cessez-le-feu. En ville, drapeau à l'appui, on clame sans cesse son indépendance. Ici, pas la moindre intention de rejoindre le giron de l'Ukraine. L'Ukraine ne respecte pas le cessez-le-feu. Elle ne vote ni la nouvelle constitution, ni la loi sur un statut spécial pour le Donbass. Mais le plus grave, c'est qu'elle ne nous consulte pas. Et si elle ne le fait pas, les accords de Minsk n'existent pas. Sans doute, Zakharchenko serait-il moins catégorique si le Kremlin exigeait de lui qu'il applique les accords de Minsk. Mais si les séparatistes dépendent toujours du soutien de la Russie, ces derniers temps, Vladimir Poutine semble enclin à vouloir reconsidérer ce soutien. Au deuxième étage de ce salon de beauté moscovite, le QG de l'Union des combattants bénévoles du Donbass. Aujourd'hui, il n'écarte plus la possibilité d'un retour du Donbass en Ukraine. L'intégration de Donetsk et de Lougansk dans une Ukraine fédérée serait une décision difficile. Une décision qui devrait appartenir au peuple de ces régions par voie de référendum. Mais la Russie est encore loin de vouloir faire des concessions, estime Stanislav Belkovski, politologue indépendant. Les accords de Minsk n'offriront à l'Ukraine qu'un contrôle théorique sur Donetsk et Lougansk, alors qu'en pratique, ces régions seront autonomes et donc contrôlées par Moscou. Si Poutine évoque un compromis, c'est pour gagner du temps, alors qu'il presse les États-Unis et l'UE de négocier avec lui un nouvel ordre mondial. Dans tout ça, l'Ukraine a le rôle du pays qui ne tient pas ses promesses. De ce point de vue, quel que soit le destin des accords de Minsk, le vainqueur, ce sera Moscou. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Et si la mode pouvait faire évoluer les mentalités? C'est la conviction de Sandrine Ciron, une jeune blogueuse mode qui organise cette année la 2e édition du défilé Fashion Andy, Fashion for All.
L'objectif, mettre en valeur la différence en faisant défiler sur un même podium mannequins en situation de handicap et mannequins valides. Reportage. À première vue, ces images n'ont rien de surprenant. Encore des jeunes femmes qui se font coiffer, maquiller. Mais si l'on regarde d'un peu plus près, la mode est un formidable outil pour faire passer des messages. Celui de la blogueuse Sandrine Ciron est simple, faire évoluer les mentalités sur le handicap. Alors ce soir, c'est le deuxième défilé de Fashion Andy, Fashion for All, avec des mannequins en situation de handicap et des mannequins valides. À côté de ça, nous avons des stylistes faisant des vêtements sexy, glamour pour les personnes en situation de handicap. Et nous avons également des stylistes faisant des vêtements ordinaires de haute couture. À quelques heures du défilé, les répétitions commencent. C'est une première pour la chorégraphe qui n'avait encore jamais mis en scène des fauteuils roulants. Pour les personnes avec des fauteuils électriques, il faut régler la vitesse, oui. Parce que c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, moi j'ai toujours une vitesse à fond. Et là je lui dis non, il faut vraiment qu'on aille doucement, qu'on puisse voir le vêtement, voir la robe. Et elles n'ont pas l'habitude qu'on prenne le temps et qu'on s'attarde sur elles en fait. Pour cette seconde édition Fashion Andy, les personnes en situation de handicap sont secondées par des mannequins valides et des Miss Élégance de comités régionaux venus les soutenir. Les répétitions, c'est très compliqué au début parce qu'on se sent un petit peu mal à l'aise du fait que voilà, on soit nous sur nos jambes et voilà. Mais je pense qu'on est plus là pour mettre en valeur que nous montrer nous-mêmes. C'est vraiment pour les accompagner, pour leur dire vous êtes belles, vous pouvez défiler et vous pouvez vous montrer. Ne pas avoir peur de s'afficher, que le handicap soit visible ou pas. Quand on me voit, on pense pas forcément que je suis sourde. Donc, du coup, on me juge pas comme il le faudrait. Et c'est cette vision-là que je voudrais faire changer avec justement mon écharpe de Miss, et qu'il ne faut pas juger comme ça sans savoir. Malika avait déjà défilé lors de la première édition en mai 2014. À l'époque, elle ne portait que des pantalons car elle ne pouvait pas concevoir de montrer ses jambes. Aujourd'hui, elle assume, elle défile en nuisette. Ça reste compliqué parce que ça fait partie de mon handicap et ne sont pas forcément peut-être plus jolies qu'une personne valide et donc ça reste compliqué pour moi de les montrer. Enfin, on a aussi beaucoup de personnes valides qui ont des jambes, qui les montrent et qui pourraient ne pas les montrer. Oui aussi. Mais bon. L'humour pour combattre le trac, même entouré de ses meilleurs amis. Pourquoi le stress? Peur de mal faire, d'habitude je vais super vite, là ça va. Nous on a une autre peur, nous on a peur de tomber par contre. De se faire écraser. Hein. Nous on a peur de se faire écraser les pieds aussi. On ne défile pas avec elle, elle serait capable de nous écraser les pieds exprès. Hein. Fashion Andy, c'est aussi l'occasion de comprendre les spécificités de certaines pièces vestimentaires. Ce jean, fabriqué en France, est spécialement adapté. Donc un jean avec une montée beaucoup plus importante au niveau du dos pour justement faciliter la position assise. Voilà, c'est des coutures plates qui vous permettent d'éviter donc les frottements au niveau de la peau directement. Et des élastiques pour pouvoir l'enfiler facilement. Là, des renforts pour pouvoir porter la personne. Ici, une ouverture automatique pour descendre sans peine la fermeture éclair. Quant au fauteuil, l'État finance en grande partie son achat, mais ils sont produits à 75% aux États-Unis. Donc les aides ne bénéficient pas aux entreprises françaises. Édouard Détré a donc décidé de monter sa marque pour que le fauteuil devienne un véritable accessoire de mode. C'est pas facile déjà de vivre avec un handicap tous les jours. Donc je pense que ça peut aider aussi à la reconstruction de quelqu'un qui vient d'avoir un accident, d'avoir quelque chose de joli. Et même pour quelqu'un qui est handicapé depuis plus longtemps, de pouvoir être bien, de pouvoir aller au restaurant, en boîte de nuit et de pouvoir finalement presque montrer son fauteuil, quoi. De ne pas en avoir honte, d'être fier d'un fauteuil. Je pense que c'est tout le but. Pouvoir être fier de son fauteuil, fier de ses vêtements, fier de sa différence. Un vœu pieux? Non, pas pour tous.
On n'a pas besoin de participer à un tel événement pour porter une robe. On peut aussi porter une robe pour se sentir femme et homme. Ça, c'est important aussi. Le handicap, c'est juste une partie de notre morphologie, mais ça n'atteint pas notre intégrité d'individu. Et moi, je suis femme avant d'être une personne en situation de handicap. Heureusement d'ailleurs. Pour financer ces événements, l'association Fashion Handy met en vente sur son site internet une série de clichés réalisés spécialement par l'ex-mannequin et photographe de mode Barbara D'Alessandri. Avec, bien sûr, un message évident. C'est de prouver que même avec un handicap, on peut être professionnel dans le milieu de la mode. Que ça soit au niveau des mannequins ou des stylistes, voilà quoi. Sandrine Ciron travaille déjà à la 3e édition de son défilé La mode pour tous. Convaincre maintenant quelques griffes prestigieuses, des parrains de renom, un combat qui n'est pas pour lui déplaire. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.